France Maghreb 2. Le grand forum, c'est parti messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue. On est vendredi aujourd'hui et c'est le dernier jour de la semaine. J'espère que vous allez bien. Avec Tariq Mami, avec Mehdi Chebaiki, avec Farid Tamsamani, on va refaire l'actualité bien sûr. Et cette question du jour, les questions à la une aujourd'hui. Christophe Castaner qui a reconnu hier, dans un discours, il a reconnu hier qu'un attentat contre une mosquée était possible sur le territoire national et que la parole islamophobe s'était objectivement libérée. Le gouvernement doit-il inscrire l'islamophobie bien dans la loi, au même titre que l'antisémitisme? On en parle avec Farid Tamsamani, Tariq Mami et Mehdi Chebaiki. Et vous, chers amis auditeurs, 01 40 33 9000. Algérie, 12e vendredi de manifestation. Les Algériens ont promis de marcher cette nuit. Après les prières de Tarawih, eh bien, il y risque d'y avoir beaucoup de monde dans les rues algériennes. Encore une fois, ce vendredi, ce soir, à quoi faut-il s'attendre? Le quiz du LGF. Et alors, on va parler aussi des élections européennes. Et c'est 33 listes, messieurs dames, c'est beaucoup. Et donc beaucoup de gâchis en perspective. Imaginez-vous que vous allez recevoir tout ça dans les boîtes aux lettres, le papier, alors qu'on est en pleine essayer de faire des économies et essayer de respecter l'environnement. On va gâcher du papier à outrance. 33 listes, donc est-ce que c'est le prix de la démocratie? C'est des questions que l'on pourra se poser, et ce jusque 18h, avec nos chroniqueurs dans un instant. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct, c'est vendredi aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui donc à l'écoute de France Maghreb 2, tout va bien, je cherche la date en fait, on est le vendredi 9. Merci Farid, merci beaucoup de m'aider. Et non, et en fait je te dis des bêtises, c'est le 10. On est le 10. Ah bah oui, c'est le 10. Hier c'était le 9. Ah oui, forcément. Désolé. Donc merci de me dire des bêtises. Exactement. Farid Tamsamani, comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Saham Danek. Ramadan Moubarak à tout le monde. C'est bien passé, tranquille les premiers jours? Bah écoute, ouais, puisque j'ai gratté un jour, puisque j'étais en escale dans un pays qui s'appelle le Maroc, et qui lui le fait toujours... oui, espèce de malin. Exactement. Est-ce qu'il a le droit de faire 28 jours en fait? Non, pas du tout. Pas faut le rattraper le 29. Non mais comment vous allez faire? Parce que là, si vous avez commencé le mardi là-bas, vous avez raté un jour ici. Tout dépend de quand est-ce que l'Aïd sera ici. Normalement le 4 juin, Inch'Allah. Mais on Aïd dans le pays, si je dis pas de bêtises, sous contrôle. Non, on fait l'Aïd là où on est physiquement. Ouais. Et si on a fait que 28, effectivement, il faut rattraper. D'accord. Et ce qu'il faut juste, pour nos auditeurs, si je peux me permettre, alors je ne vais pas faire le théologien de bas étage, mais en fait, la seule contrainte, c'est qu'on ne fait absolument pas 31 jours. Voilà, oui, 31 jours, ni 28 jours. Hein. Ni 28, si 28, tu peux 28, le faire, mais tu le rattrapes, en fait. Ouais, voilà, oui, bien sûr. Non, ce qui peut arriver, c'est que dans le cas contraire, on arrive dans un pays où on a déjà fait nos 30 jours et qui, lui, n'a pas fini le ramadan. Donc, du coup, en fait, on est obligé de casser, enfin, de ne pas jeûner, malgré le fait que le pays n'est pas encore aïd, en fait. Alors, en fait, moi, ça m'est arrivé quand j'étais à Al-Quds, Jérusalem, et je crois qu'il y avait 2 jours de décalage. 2, ah oui. Par rapport à ici. Et quand je suis arrivé là-bas, j'étais directement à la mosquée le premier soir, et j'ai été voir l'imam ou le mufti, ou on l'appelle comme on veut. J'ai posé la question. Et il me dit, la règle, c'est de faire l'Aïd là où vous êtes, là où les musulmans font l'Aïd. C'est la première règle. Là où on est physiquement. Là où on est physiquement. Exactement. Et dit ça, c'est la première règle. C'est chose. faire l'Aïd avec les autres. Exactement. On ne peut pas gêner quand les... Exactement. On ne peut... Non, laissez Tariq, vous inquiétez pas, tout va bien. Non mais je suis passé par quelques trucs cher Christophe, donc j'ai appris, je vous expliquerai tout à l'heure, lire le verset de Yassine avec une pierre dans la main, et vous comprendrez ce que c'est. Et donc il me dit, la première règle que vous allez mettre votre tête, on ne fait pas le ramadan quand les gens fêtent l'Aïd. Donc faut faire l'Aïd, même si vous arrivez le 26e jour, vous en foutez. Exactement. Faites l'Aïd avec les gens. C'est ça. Bon. La deuxième règle, c'est que vous ne faites pas 31 jours. Ça c'est la règle. Ça c'est impossible. Voilà, c'est les deux. Et donc il me dit, vous calculez combien de jours vous avez fait. Vous calculez pour faire l'Aïd, vous êtes le jour de l'Aïd ici, ou vous êtes dans l'avion, ou vous êtes chez vous. Je dis, je suis là. Donc le jour de l'Aïd, vous êtes avec nous. Donc maintenant vous calculez, si vous avez déjà fait 30 jours, vous cassez un jour avant, et vous faites l'Aïd avec nous le lendemain. Exactement. Voilà, donc c'est un peu à la fois compliqué et simple. Cher Tariq, cher non, Farid. c'est cher Farid. Non, pas du tout. Mehdi Chebaiki est avec nous, notre Lyonnais. Salut mon Lyonnais. Ça va et toi, Farid, Mehdi, comment ça va? Très bien, merci. Ça va très bien, merci. Bon, ça va, pas trop mal à la tête, tout va bien?
Ben exactement, t'as tapé dans le mille. Ah oui, bah voilà. Ça c'est la problématique du ramadan, c'est les maux de tête. Voilà. Mais il est important de bien se nourrir aussi. Vous mangez n'importe comment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Très sucré, tout ça, les sélectos, tout ça, c'est mauvais. Arrêtez avec tout ça. Alors si on commence par du cliché zémoresque, alors là ça promet une belle émission là, mon cher Christophe. Bah, la règle, c'est la flotte. Exact, c'est l'eau, mais dis l'eau. La première chose que les Maghrébins et les musulmans ne font jamais, ils commencent toujours par autre chose. Ouais. C'est l'eau, d'abord. Et ensuite, la règle, c'est le maximum de fruits frais. Oui. Et le maximum de fruits possible avec une partie de fruits acides. Ouais. Et pas trop de pain parce que ça. Non, ça le pain, il exclut, c'est bon. Ouais, non mais c'est parce que ça. Ouais. Après on a les trucs gastriques, là, Voilà. vous savez, l'estomac. Avec... Et après, donc, je vais pas faire de la publicité à toutes ces boissons gazeuses, les bonnes et les mauvaises, mais si on pouvait les éviter, oui, si on pouvait les éviter pendant tout le mois, et en tout cas à l'heure de la rupture du jeûne, c'est-à-dire prendre peut-être un verre à 23 heures, mais pas à la rupture parce que ça bouscule tout le travail qui a été fait par le corps et tout ça. Je vous dis parce que j'ai écouté depuis le début du Ramadan toutes les radios, tous les sites, toutes les choses sur la nourriture, et donc il y a une espèce de sagesse qui sort, mais que nous n'appliquons pas, surtout pas en Algérie et en Tunisie, par rapport au Maroc, parce qu'en Tunisie et au Maroc, en Tunisie et en Algérie, si on remplit pas la table et si on mange pas pendant 45 minutes de suite, on a l'impression qu'on n'a pas mangé. C'est vrai. Alors et ça pour les Marocains, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Ils ont la harira, le café éventuellement. Ouais. Une rupture d'au moins 1 heure et après le repas. C'est ça. C'est ça. Tu confirmes, Farid? Je confirme qu'effectivement, culturellement, c'est plus sain. Pour nous, c'est pour comme le corps. Ça, effectivement. C'est comme ça et c'est plus sain pour le corps. Et tu confirmes, Mehdi, qu'en Algérie, c'est à outrance, quoi. En fait non, parce que je mange exactement comme l'a déclaré Monsieur Mami, donc et pourtant je suis algérien, donc chez nous on fait ça également, voilà, on commence par une harira, généralement moi j'ai le café au lait ou le thé, c'est selon, et puis après. Alors je te conseille le café au lait toute l'année. Parce que oui, je sais. Voilà, toute l'année. Alors, il n'y a pas plus nocif que le café au lait. Vous prenez un café tout seul, une demi-heure après, vous prenez un verre de lait ou l'inverse, mais le mélange est quelque chose de vraiment très dangereux pour le corps. Et c'est le petit déjeuner le plus près dans le monde. C'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est bon? C'est ça le problème. Mais dis, voilà. Exactement. Non, juste pour compléter, effectivement sur l'eau, en fait, il vaut mieux avoir un excès d'eau pendant la rupture, enfin en tout cas la période, en tout cas du mois du Ramadan, un excès d'eau que l'inverse, parce que effectivement le corps se nourrit essentiellement d'eau, et parfois, moi j'ai le souvenir que j'ai même, quand j'étais plus jeune, j'entendais le contraire, qu'il fallait surtout pas pouvoir boire assez d'eau par peur d'avoir soif dans la journée. En fait, c'est une bêtise, c'est l'inverse, il faut plutôt en boire un maximum. Bon, alors messieurs, on va quitter un petit peu, en tout cas la rupture du jeûne c'est pour bientôt, hein, c'est ce soir évidemment, selon si Dieu le veut. Voilà, si Dieu le veut évidemment. Après évidemment chacun a ses petites habitudes, hein, voilà. Tiens, puisqu'on en est à parler de ça, Farid, tu sais c'est quoi toi tes habitudes? C'est les dates évidemment, ça c'est logique. La rupture. Et après comment ça se passe? C'est logique. Comment tu manges? C'est pas toujours. Enfin ceux qui y arrivent pas forcément, qui ont pas de date à proximité ou quoi que ce soit, on peut rompre avec n'importe quoi. Le principal, la date, si je dis pas de bêtises, sous contrôle effectivement de gens beaucoup plus savants, c'est une sunna, si je dis pas de bêtises. Voilà. Voilà. Mais il faut surtout rompre en fait. En réalité, on n'est pas obligé de manger à l'instant T, mais il faut surtout rompre, si vous voulez, la journée de jeûne et le moment où à partir duquel, enfin du maghrib à partir duquel on puisse manger. Ouais. Moi, toi, alors, Farid. Quand je suis à la maison, quand j'ai la chance d'être à la maison, effectivement, c'est une date, c'est la chance de boire une harira, soit de mon épouse, soit de ma maman, et ensuite d'enchaîner par un café. J'enchaîne par un café, généralement une viennoiserie, et effectivement, on fait une grande pause. Et ensuite, beaucoup plus tard dans la soirée, en fait, on fait ou pas, ça dépend, parce que parfois, comme c'est un peu tard en ce moment, on fait un dîner avant ou après, pour celles et ceux qui ont la chance d'aller à la mosquée pour faire tarawih, en fait. Tout simplement. Généralement, tarawih étant relativement tard, on grignote pas comme un vrai repas, en fait. Moi, je grignote légèrement, par contre, je me couche très tard, et ce qui fait des nuits très très courtes, en fait, en réalité. Donc tu restes jusqu'au fajr, quoi? Alors j'arrive pas à rester jusqu'au fajr, mais je me réveille pour le fajr, et donc du coup ça fait des nuits très très courtes en ce moment. Un repas consistant pardon, le matin?
Non, pas moi. C'est léger. C'est léger. plus pour la forme qu'autre chose. Bon, Tarek Mami, vous êtes raisonnable, vous. Ah oui, c'est devenu raisonnable. Tarek, il mange, après il dort et il remange. C'est ça? Voilà. Mais je suis devenu très raisonnable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça passe par la 2 verres d'eau. Ouais. Pour commencer. Et après, donc, la harira ou la shorba, très bien Selon. faite. Oui, non, mais très bien faite par mon épouse. Oui. Après, c'est du grignotage. Ah oui. Donc, pas grand chose. Et après, stop, lecture. Des fois, j'arrive à dormir, des fois pas. Et je me lève, par contre, à 4 heures, en gros, pour à la fois prendre un petit déjeuner. Alors, jamais de café le ramadan. En tout cas, pas pendant les 10 premiers jours. C'est du thé. D'accord. Du Ouais. thé. Même le matin tôt. Ah oui, et justement, et le matin tôt, alors c'est un cérémonial, c'est le thé, le matin encore, et puis ce qu'on appelle en Tunisie, en Algérie, le halwa chamia, qui est consistante, c'est 2 petites cuillerées, et puis des fois, je sais pas moi s'il y a quelque chose à prendre ou pas, mais au moins ces 2-là, et de l'eau encore. Donc l'eau, ça permet de tenir la journée, le thé c'est de l'eau, mais avec ce bon goût de thé, et puis la halwa chamia, c'est la chose consistante qui va rester dans le corps toute la journée, et c'est du sucre lent. D'accord. Effectivement. Voilà. Effectivement. Mehdi, chez Baiki, comment ça se passe à Lyon? D'abord, on mange plutôt qu'à Paris déjà. Je sais pas, j'ai pas vu le calendrier de moi je te Nicolas pour confirme. Paris. Si, je te confirme, on mange plutôt qu'à Paris. Ah d'accord, Ouais. écoute, tant mieux pour nous. Par contre, on mange plutôt le matin aussi du coup. Peut-être, oui, je ne sais pas. Ça, effectivement. Ouais, mais... généralement, oui, c'est. Comment il y a ça se passe décalage. chez toi donc? Qu'est-ce que tu fais, Mehdi? Comment ça se Moi, j'ai déroule pas de règle particulière, honnêtement. Même pour que ce soit tant pour rompre le jeûne que pour ce qu'il y a à manger. Alors, shorba harira, hein, ça c'est un grand classique. Après, pour le reste, moi, je suis quand même un grand amateur de briques. Donc, je suis très demandeur c'est de vrai. mon épouse des briques qu'elle fait parce qu'elles sont très bonnes. Et puis, mais sinon, voilà, café au lait, comme je vous l'ai dit. Pour le matin, par contre, personnellement. Hein, il m'est impossible de me lever pour manger parce que si je me lève pour manger, je me rendors pas tout de suite. Donc moi, ce que je fais, j'ai une grande bouteille d'eau posée au pied du lit. J'ai le réveil. Je fais au moins un demi-litre d'eau. Là, c'est vraiment comme un chameau quoi. Hein, j'engloutis la bouteille et je me recouche illico presto parce que sinon la journée est trop dure après. Ah oui, non, Ah mais bon. c'est vrai que c'est difficile quand même, Tarek, pour ceux notamment non, qui travaillent tôt le Oui, matin. mais moi je précise qu'en fait quand je me lève, donc je prends mon petit déjeuner, mon sahur, et j'écoute Samy pendant 2 heures. Donc ça fait partie de mon rythme de vie. Et je vais me coucher à 6h15, jusqu'à 9h, ou un truc comme ça, mais je vais écouter Samy. Et je découvre avec Samy, et pour les auditeurs qui nous écoutent maintenant, qu'en fait le public qui appelle le matin est très différent du public qui appelle le soir. D'accord. Le public du soir, c'est ceux qui rentrent dans le ramadan parce qu'il faut rentrer dans le ramadan, pour faire simple. Et donc, peut-être qu'ils font pas la prière toute l'année, peut-être ils font rien, et pendant le ramadan, ils rentrent dedans, et donc ils viennent assoiffés de questions, simples et rapides pour ceux qui savent. Par contre, le public de matin, c'est des gens qui vont amener des problématiques dans la pratique de la religion, et quand on les écoute, c'est des gens qui sont dans la religion, entre guillemets, et qui viennent chercher le plus du matin. Et ce qui m'a étonné cette année, contrairement à d'autres années, c'est que dès le premier jour, Samy dit bonjour à 4 heures, le téléphone sonne, et les auditeurs n'ont pas arrêté le premier jour de 4 heures à 6 heures. Moi, je pensais que le premier jour, il va y avoir 2-3, quoi, comme machin. Non, ils étaient là. Et donc, c'est les soldats du matin, ceux-là. Et donc, c'est un public différent. Si vous avez une insomnie, Mehdi ou vous, Farid, écoutez une matinée, par exemple, samedi matin, ou lundi, ou un jour férié, et vous allez vous découvrir que cette communauté, en fait, est coupée par tranche d'âge, par tranche de pratiques religieuses, et par préoccupations qui sont différentes. Bon, alors on va passer maintenant, si vous voulez bien, à notre sujet à la une et cette question. D'ailleurs, c'est un article qui a été publié par France Maghreb 2 hier sur le site www.francemaghreb2.fr. Christophe Castaner a reconnu qu'un attentat contre une mosquée était possible sur le territoire national et que la parole islamophobe s'était objectivement libérée. Le gouvernement, du coup, en découle d'une question. Le gouvernement doit-il inscrire l'islamophobie dans la loi au même titre que l'antisémitisme, Tarek Mami? Moi, c'est une demande que j'ai formulée il y a plus de 10 ans, cher Christophe, parce qu'en France, il n'y a qu'une seule chose qui marche. Et encore, les gilets jaunes nous ont montré que ça marche pas toujours, c'est la peur du gendarme. Et la peur des gendarmes, les gens se contractent d'un coup parce qu'aujourd'hui,
Et la loi contre l'antisémitisme, cher Christophe, n'a pas fait reculer l'antisémitisme, y compris l'antisémitisme primaire de la droite historique, de l'extrême droite. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a empêché les gens de le dire publiquement. Quelque part, c'est une espèce d'hypocrisie parce qu'en faisant la loi sur l'antisémitisme, on se prive de moyens de calcul de la valeur de l'antisémitisme dans la société. Mais comme la société fonctionne comme ça, à mon sens, il faut passer l'islamophobie par la même chose, parce que vous allez, je vais citer personne, mais les mêmes qui pérorent à longueur d'années sur les écrans télé, s'il y avait une seule condamnation et s'il y avait cette loi, tout d'un coup, ils vont devenir, je dirais pas sages, mais contraints. Et donc, je suis pour, je l'ai écrit à plusieurs reprises dans ma vie, je l'ai dit à des ministres de l'Intérieur, y compris le dernier de M. Hollande, qui avait... Vous n'avez pas été entendu, hein? Non mais je veux dire, oui, non mais il ne le sera jamais d'ailleurs. Non mais ça viendra. Moi je vous dis que ça viendra parce que la bataille des idées met plus longtemps que la bataille de la guerre des fusils, des coups de fil, mais quand elle s'installe, il est difficile de l'enlever. La vérité monte toujours par l'escalier, donc un peu moins rapide que l'ascenseur. Oui, si vous voulez, très bien. Alors moi je suis pas d'accord avec ce proverbe, avec ce proverbe-là, puisque nous sommes dans un mois béni, qui est le mois du Ramadan, la vérité n'est pas arrivée par les escaliers. Non mais mais c'est pas la cette vérité-là. Voilà, ça c'est la vérité spirituelle. Je taquine. Mais en clair, moi, non seulement je suis pour, mais j'ai toujours... En fait, c'est logique cette question, Tarek, que je vous pose aujourd'hui. L'islamophobie au même titre que l'antisémitisme. Non mais ce qui est pas normal, c'est l'inverse en fait. Non mais je vais faire même le contraire, si vous permettez, Farid et Mehdi. Pour moi, avoir adopté la loi d'antisémitisme a été l'une des plus grosses fautes politiques de ce pays. Alors pourquoi on ferait la même faute alors? Non mais je vais vous dire pourquoi. Parce que cette loi aurait dû dire antisémitisme, discrimination, tout en même temps dans le même sac, pour qu'on n'ait pas à faire 15 lois. À chaque fois qu'il y a une nouvelle discrimination qui naît, elle aurait été dans le sac. Mais on a voulu en faire, parce que la France se sent coupable, parce qu'elle n'a pas protégé ses propres citoyens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elle a fait cette loi, et cette loi, demain, si on adopte la loi pour l'islamophobie, vous devrez adopter aussi une loi contre la négrophobie. Oui. Après, il y aura contre l'homosexualité. Et on aura une loi à rallonge jusqu'au jour où un président vient, dit je mets tout ça dans un package, c'est toutes les discriminations, et après c'est à la justice de déterminer si c'est de l'islamophobie ou d'antisémitisme. Mehdi, justement, ça paraît logique quand même comme question aujourd'hui qu'on pose. D'ailleurs, 95% des gens ont voté oui. Hein. Il y a 5% qui ont voté non quand même. 95% sur Facebook. France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, Mehdi. Moi personnellement, je suis contre tout ce genre de loi. Alors je vais m'expliquer rapidement. Je suis pour une liberté d'expression la plus large soit-elle, la plus large possible. Le problème, c'est que lorsque en France on est pour la liberté d'expression, c'est un concept qui ne colle pas vraiment avec les valeurs françaises. Au sens, quand je parle de liberté d'expression, je parle de liberté d'expression un peu à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire où chacun vient avec ses arguments, qui peuvent parfois blesser, mais face auquel on a toujours un contre-argumentaire. On met toujours des personnes et des débats face aux personnes qui voudraient amener une idée. Et en France, force est de constater que ce n'est pas le cas. Donc, on a une liberté d'expression qui est sous contrôle, qui est biaisée, qui est dont on arrondit les angles, en tout cas pour les personnes qui tiendraient un certain discours. Et donc, on a été obligé en France de passer par la loi pour arriver à un certain résultat. Et pour moi, c'est une défaite de devoir passer par la loi. Alors aujourd'hui, c'est certainement une obligation parce que il n'y a personne qui combat aujourd'hui efficacement dans les médias mainstream l'islamophobie. C'est un constat que tout le monde peut faire. On nie même certains leaders d'opinion nient le fait islamophobe en disant que c'est un mot qui aurait été inventé par les Iraniens. Enfin bref, des théories à dormir debout, du complotisme, mais du complotisme accepté. Donc pour moi, cette loi, à la rigueur, pourquoi pas, mais ce serait vraiment une loi par défaut parce qu'en fait, in fine, c'est la défaite des libertés d'expression. Une loi par défaut, Farid ? Bon, moi, vous connaissez mon avis sur le sujet. Alors, en plus, il y a la comparaison qui vient d'être faite, notamment avec le modèle anglo-saxon. En fait, nous amène toujours à... On a évoqué là à l'instant les valeurs. On nous amène toujours en fait au fondement de ce qu'on appelle la République, qui j'accepte effectivement sont très mal expliquées, voire pas du tout expliquées pour l'ensemble de la société, pas que pour les musulmans d'ailleurs, pour tout le monde. Mais moi, je suis contre toutes ces lois qui protégeraient, qui feraient semblant de protéger une communauté ou une autre. Pourquoi ? Parce que
d'une part, elles ont échoué. Si on parle d'ailleurs, c'est très récent que les lois contre l'antisémitisme, en fait, n'ont quasiment très peu existé. Oui. En vérité, c'est la loi contre le racisme dans son ensemble. Et effectivement, si je dis pas de bêtises, mais là, faudrait peut-être s'adresser à un spécialiste. Je crois que c'est que tardivement. 2003. Je sais pas si c'est la loi Guesso ou. Oui, c'est la loi Guesso. En fait, c'est la loi Fabius présentée par Guesso. D'accord. Et qui a introduit la notion d'antisémitisme. Tout à fait. Et qui a fait énormément de débats. Donc, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit juste avant sur la notion de liberté d'expression. Mais moi, j'ai un souci. C'est que en vérité, la loi, toutes caractéristiques de loi contre l'antisémitisme, ou en tout cas telles quelles, en fait, elles ont échoué parce que l'antisémitisme, n'a pas reculé, pire, il a augmenté dans notre pays. Il prend peut-être plusieurs formes aujourd'hui, mais en réalité, il a complètement reculé. Et lorsqu'on discute d'ailleurs avec des représentants de la communauté juive, en fait, ils vous disent qu'en fait, cette exception que nous avons fait, alors ils le disent en off probablement, ils le disent qu'aujourd'hui, en fait, nous regrettons parce qu'elle a complètement échoué. Et moi, j'ai envie de dire tout simplement, c'est pas parce que nos concitoyens juifs ont échoué quelque part que nous, en tout cas ceux qui se revendiquent en étant musulmans, doivent effectivement faire la même chose. Et ensuite, il y a un dernier point, mais là, je pense que je serai très minoritaire sur le plateau, c'est effectivement sur cette notion, sur la terminologie de l'islamophobie. Ouais. Et je suis contre, et je pense qu'il faut lutter contre le racisme anti-musulman, ça c'est indéniable. La sémantique, malheureusement, je dis bien malheureusement, alors j'ai cru comprendre que un très grand linguiste faisait une émission le vendredi, faudrait même lui poser la question. Exactement. D'un point de vue sémantique, l'islamophobie dit autre chose. Or, c'est un problème de liberté d'expression. Et je parle même pas de théologie ou de religion, la haine que certains malheureusement peuvent avoir, ou en tout cas contre l'islam au sens de religion, doit être acceptée et doit être pour nous musulmans, pour celles et ceux qui le souhaitent, être combattue d'une certaine manière, telle que nous est enseigné notamment à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, c'est pas à travers qui nous dit, alors, je m'avance peut-être un peu trop loin, mais en tout cas, je ne pense pas que ça soit à travers des lois ou une codification rigide qu'on va lutter contre la véritable islamophobie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de loi contre le racisme lié aux actes anti-musulmans. Je pense aux actes anti-musulmans qui concernent les biens physiques et les personnes qui sont touchées dans leur chair très souvent par du racisme anti-musulman. Mais si je peux me permettre, avant d'accueillir Walid. En fait, avec une loi contre l'islamophobie, moi, comme je l'ai dit, je ne suis pas pour à la base, mais il me semble que ça devra devenir nécessaire. Mais les politiques se défaussent complètement. Ils se défaussent de leur propre responsabilité sur ces 25 dernières années vis-à-vis de la question islamophobe. C'est bien beau d'aller taper sur, le petit citoyen qui est un peu raciste, un peu islamophobe du fin fond de la Lozère parce qu'il aurait eu un mot de trop après un dîner trop arrosé. Ça, c'est bien beau. Par contre, tout ce que l'on voit dans les médias principaux, toutes les déclarations face micro, toutes les déclarations face caméra de nos politiques avec l'appui bien sûr de certains médias. Est-ce qu'elles tomberont sous le coup de la loi, ces déclarations? C'est ça qui nous intéresse. Pas en France. Non, s'il y a une loi comme pour la loi d'antisémitisme, non mais il y a deux choses. L'avantage de la loi, c'est que quand il y a une loi contre l'antisémitisme ou demain éventuellement contre l'islamophobie, c'est que le procureur de la République est obligé de s'auto-saisir, c'est qu'il y a une force extraordinaire par rapport à truc. Complètement. En plus, si monsieur le procureur de la République ne s'auto-saisit pas parce qu'il n'a pas appris, parce que ça peut arriver, la première association ou le premier citoyen saisit le procureur de la République, qui, après vérification, ne peut que saisir la justice. Et donc, vous créez une espèce de double copré qui fait que celui qui passe et qui se lâche dans l'émission de Monsieur X, qui parle sport, et qui se retrouve à insulter des gens qui parlent écologie, des musulmans, des je sais pas quoi, au bout de 2 émissions, je peux vous faire le pari que ça s'arrêtera. Alors, on va amateur. Oui, Walid, Mehdi. Et avant que Walid m'excuse, moi je suis, contrairement à vous deux peut-être, pour le mot islamophobie, et parce que j'explique historiquement que ce mot a été inventé par l'administration française. C'est vrai. Par l'administration française. C'est complètement vrai. Et donc, c'est pas les Iraniens, c'est pas les Arabes, c'est pas les musulmans. Non, mais il faut leur mettre ça dans la gueule. Excusez-moi, on est en plein mois de Ramadan. C'est pas parce qu'ils ont fait une erreur
l'administration française. Non, à ce moment-là. l'administration. Parce que nous, musulmans, Non, on doit tomber dans leur panneau. L'administration française ne dit pas qu'elle fait une erreur, elle dit qu'elle fait un constat sur déjà un décret qui date en gros de la fin du 19e siècle, 1998, mais ça a été repris en 1910-1915 par un préfet qui était entre le Tchad, le Mali et l'Algérie. Walid. Et il dit voilà ce que les gens me disent, et moi en français, je l'appelle comme ça. Et d'ailleurs, les deux grandes personnalités musulmanes, cette fois, qui l'ont propagé, c'est Étienne Diné. Ça, les gens ne le savent pas. Et c'est son confrère, l'Algérien, avec lequel il a fait une traduction du Coran, un truc comme ça. Et ces deux-là, en 1920, ils ont dénoncé l'islamophobie. Et ils l'ont dénoncé d'autant plus qu'en 1920, il y avait la loi de 1905 qui a été déjà adoptée, et que c'est des gens qui savaient lire, contrairement aux gens que nous avons aujourd'hui. Bon. Surtout la loi de 1881, oui, qui est la liberté, oui, la liberté de la presse, oui, de l'expression, oui, etc. Oui, oui. Qui est à mon avis, qui est le véritable rempart. Stop, ça suffit, stop. Dans un instant, on est de retour. Mehdi Chebaiki, Farid Temsamani, Tarek Mami, Et on s'excuse Walid. auprès de Walid. Pardon Walid, mais tu vas devoir attendre un peu la pub. Hein. Mais, Voilà, il passera quand même. Bah oui, bien sûr qu'il passera, évidemment. À tout de suite, le quiz du Ramadan, du LGF, pardon. Ouais, j'ai l'effet Ramadan, moi. Je sais pas si ça vous arrive, des fois, il y a le cerveau qui se déconnecte, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, et hop là, le temps d'un petit bug. Voilà, dans un instant, on est de retour, le LGF sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Mehdi Chebaiki, Farid Temsamani, Tarek Mami, qui triche, Tarek Mami. Je vais le dire tout de suite. Pour le quiz, il a révisé. Bah oui, ça c'est fiche, tout ça. Mais on n'est pas sur le même site. Donc, Bah ça va, heureusement. Donc, J'ai regardé, bon, mais en tout cas, vous avez essayé, hein, c'est bien tenté quand même. Walid, bonsoir. Bonsoir. Ah, Ramadan, quelle touche pas, patience. Christophe. Non, je sais, mais je plaisante. On Tarek. s'informe. Bah évidemment. C'est pas la même chose. Walid, quelle Oui. patience. Ça incroyable. Ouais, y a pas de souci, c'est normal pour vous, y a pas de problème. C'est gentil, Walid. Tu nous appelles d'où? De Paris. De Je suis Paris. originaire d'Ozar-la-Ferrière. Très bien. Alors, tu voulais prendre part à la discussion. On parlait de Castaner, qui a quand même s'est rendu compte qu'il y avait des propos islamophobes et qu'il y aurait peut-être une éventualité d'une attaque. C'est pas exclu, en tout cas, sur une mosquée. Et la question qui en découle, évidemment, toute logique, est-ce qu'il ne faudrait pas inscrire dans la loi l'islamophobie au même titre que l'antisémitisme? C'est la question que l'on vous pose, mon cher Walid. Moi, je réponds non, et j'ai même répondu sur Facebook. Ouais, je répondais non, en fait, parce que moi, je vous suis tous les jours. Ouais. Et il y a quelques mois, il y avait eu l'étude comme quoi les actes antisémites avaient augmenté d'un peu plus de 70%. Mmh. Et durant votre émission, la majorité de vos chroniqueurs étaient contre la loi sur l'antisémitisme. Et moi, pareil, je suis contre. Je trouverais ça malhonnête d'être contre la loi contre l'antisémitisme et de créer une loi contre l'islamophobie. Pourquoi? Parce que déjà, moi je pense que s'il y a une loi qui doit être créée, c'est une loi qui devrait englober toutes les formes de racisme, que ce soit les handicapés, les roux, les musulmans, les chrétiens, les juifs, qu'il ne devrait pas y avoir de hiérarchisation du racisme. Les juifs ne sont pas mieux que les musulmans ne sont pas mieux que les juifs, les chrétiens ne sont pas mieux que les roux ne sont pas mieux que les handicapés. Quand il s'agit de racisme, on est tous pareils, donc quand on est vexé, on est tous vexés de la même manière. Et ce que je voudrais dire, c'est que s'il devrait y avoir quelque chose contre l'islamophobie, moi je pense que ce serait pas contre le français lambda du fin fond de la France, mais plutôt contre les médias et le gouvernement en fait, qui peut se permettre d'avoir des propos islamophobes sur les médias, à la radio, n'importe où. Comme là, il y a deux listes, j'ai entendu hier qu'il y avait... Ah oui, on va en parler tout à l'heure, c'est incroyable. Qui étaient contre les musulmans, et ça c'est tout à fait normal, alors que ça aurait été contre les juifs ou les chrétiens, ça aurait Non pas mais été normal. on va poser la question sur l'aspect juridique. Est-ce que ça s'entend, enfin est-ce que c'est recevable, Tarek? On en parlera tout à l'heure de ces deux listes anti-islam. Oui, anti-islam et pas anti-musulman, c'est pas pareil. Hein. Oui mais bon. Oui, ah oui, mais non, Quoi, non. c'est pas la même L'islam, chose. c'est les musulmans? Pas du tout, absolument Comment ça, pas, non absolument pas. L'islam, c'est une religion. Attends, Farid, c'est le Ramadan, s'il te plaît. Mais- L'islam. L'islam est une religion, bien sûr. Et les pratiquants de cette religion, Ce sont des individus. Eh bien, c'est pas la même chose, gars. Bah oui, mais quoi? Non, mais je veux vous mettre d'accord tous les deux. L'islamophobie, c'est quoi? L'islamophobie, c'est la l'islam. peur de l'islam. Hein? La peur ou la haine Oui, de la l'islam. peur ou la haine de l'histoire, de qui l'islam. est aujourd'hui utilisée contre les pratiquants de l'islam Oui. musulmans. Bah oui. Donc ça, c'est l'islamophobie. Mais pas que. Non, mais principalement Pas que. l'islamophobie. Vous avez des gens qui ne côtoient aucun musulman Oui. et qui ont une haine de l'islam. Oui, non, mais et qui donc par ricochet, c'est comme ça aujourd'hui dans la vie, haïssent en même temps les musulmans. Oui. La liste
anti-islam, c'est pas la même chose. La liste anti-islam, on a le droit en France Exactement. et ailleurs de critiquer toutes les religions. Et donc c'est pour ça que le Conseil d'État a validé. D'ailleurs, j'ai un scoop pour vous. Le Conseil d'État a validé hier, cher Christophe, L'autre liste. la 34e liste, puisqu'on était à 33, d'un parti que vous connaissez très bien qui s'appelle l'IDMF, Exact. donc les musulmans de France. Il a été donc ratifié hier soir et on aura donc un ou deux représentants. Hors délai, en fait. Non, non, le Conseil d'État l'a rattrapé. Mais ils étaient dans les délais ou hors Ils délai? étaient dans les délais, mais il y avait une polémique islam-musulman, comme d'habitude, quoi. Et là, Non, apparemment, il manquait certains documents. Il y avait Non, certains mais- documents qui n'étaient pas valides. non, mais Donc, ils ont dû les valider. oui, pour, voilà. Comment l'État islamophobe par excellence a pu valider une liste Voilà. musulmane, quand même. Donc, le Conseil d'État a validé. Je plaisante, hein, pour nos auditeurs. a validé. Ouais. J'ai la liste d'ailleurs des gens que j'ai reçus hier soir tard. Mais hier soir vers 19h, la liste IDMF, 34e liste, a été validée. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que M. Camille va vous dire, on est en démocratie. La preuve, le Conseil d'État valide ma liste à moi, qui est contre l'islam, et valide l'autre liste, qui se fait au nom de l'islam. C'est ça la démocratie française. Ce qui, dans Ouais. les pays musulmans, n'aurait pas été possible. Oui, impossible. Qui aurait été Oui, impossible. mais on se posera la question tout à l'heure, justement, Ouais, mais est-ce que c'est ça le prix à payer de la démocratie? Je veux dire, est-ce que, franchement, c'est... Et puis, Alors, pardon, vous avez... excuse-moi, mais Allez-y, là, je suis allez-y. pas du tout d'accord. Excuse-moi, pardon, Farid. Non, je suis pas du tout d'accord sur une chose. C'est de faire un miroir avec les pays musulmans. Il y a strictement aucune raison d'aller justifier, affirmer ou infirmer par ce qui se passe dans les Alors, pays dits tu as musulmans raison. d'ailleurs. Tu as raison, Pas je musulmans, retire ce mais que j'ai dit. musulmans. Dans les pays non démocratiques. Ah, là, d'accord. Là, on est tout à fait d'accord. Ce qui n'est pas le cas de l'Algérie avec le Hirak. Ah non, Ce n'est évidemment pas que le non, cas. évidemment Ce que n'est non. pas le cas de beaucoup, malheureusement. Non, mais on en parlera tout à l'heure parce que c'est vrai que quand, par exemple, on prend la liste qu'il y a anti-animaliste, enfin, il y a vraiment un truc, c'est farfelu, quoi. La liberté. Oui, mais la C'est pas liberté, une chaîne de magasin magasin, ça? Non, Animaliste, mais oui, c'est sérieux, vrai. il y a des trucs bizarres, quoi. Et on se dit que la moitié peut-être de 3/4 des listes vont même pas dépasser les 1%, vont même pas être remboursés. Je veux dire, Ah, mais c'est- on se posera la question tout à l'heure. En tout cas, merci Walid. Et je donne, juste que Walid est avec nous, je donne le nom de la tête de liste de cette liste EDMF. Oui, Et c'est Majid. c'est Najib Azergui. Najib Azergui, ouais. Voilà. Ouais, il est connu. Dans la deuxième, c'est Zachary Fatia. Et le troisième, donc, c'est l'islamologue Bassam Ta'an. Très bien. Mais après, Bon. juste une dernière petite chose. Vas-y, allez-y. C'était moi ce qui m'a fait rire, en fait, parce que quand je vous écoute pas vous, j'écoute France Info. Ouais. Et Ça change, hein. Hier, j'écoutais, depuis une semaine à peu près, on sait qu'il y a 33 listes, ça dérangeait personne, c'est tout à fait normal. On est dans un pays démocratique où c'est normal qu'il y ait une pluralité au niveau des Ouais, listes. ouais. Et comme par hasard, dès qu'il y en a une 34e et que ça concerne une liste qui est censée défendre en gros les musulmans, Oui. voilà, ça pose un Attendez, problème, qu'il y en a ça colle, beaucoup elle trop, défend pas les et c'est musulmans. pas normal, et qu'il faudrait faire une nouvelle loi pour que dès qu'il y a une liste qui veut Ça, en fait c'est- se présenter, il faut qu'elle arrive avec au moins 1 million d'euros. Sur France Info, ça. Ouais, sur France Info. Ouais. Donc, si je peux me permettre. Non, mais je vais me permettre. Cette prise de position justifie d'autant plus cette loi contre l'islamophobie. Non, parce que Et je il faut quand même, m'applaudis tout seul. Non. Parce que France Info ne pourra plus le faire, ça, après. il faut quand même être juste, surtout dans ce mois béni. Et vous savez très bien que je suis contre les listes Oui. dites entre guillemets Communautaires. Oui, tout à Ça, je fait. suis contre. Mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Je ne crois pas qu'ils défendent les musulmans. Non, cette non, liste-là. non, Il faut non, quand même non, être honnête. non, non. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est plutôt une éthique et Oui. qu'ils défendent bien au-delà des musulmans et pas du tout. Et donc, d'ailleurs, eux se réclament pas de liste communautaire. Ouais. Et c'est tout. Et moi, je remercie Walid parce que Ouais, mais quand Walid- tu mets le mot musulman dans ta liste, excusez-moi. il faut Et juste- DMF. c'est pour ça que je suis Ouais, contre. d'accord. C'est pour ça que à titre personnel, je suis contre. Ouais. Mais Il faut d'un point de- l'assumer jusqu'au bout, quoi. Après, Mais faut pas nous dire, oui, Bah, excuse-moi. je veux les vierges Christophe, effarouchées, si tu vois ce dis que je veux pas- dire. Si je dis pas de bêtises, ils ne le défendent pas les musulmans. Ils défendent. non, ils mais défendent à un partir certain du moment nombre de où tu mets thématiques. le mot musulman dans le nom de ta liste, voilà. Là, c'est- pose-leur c'est la clair. question. Mais moi, je te dis d'un point de vue Est-ce que la purement. liste s'intitule UDMF? Je ne Oui, crois oui, pas. oui, Non, si, je oui, crois- si, c'est le nom UD. du Non, parti. le nom du parti, mais la liste, ça s'appelle pas comme ça. Non, non. ça s'appelle pas Alors, la liste s'appelle. s'appelle comment, la liste Alors, je vous le dis tout de suite. Oui, s'il vous plaît. Une Europe au service des peuples. Il suffit de demander. Voilà. Ah, C'est bah ce là, qui ça me change semblait. tout. Exactement. Une Europe, C'est pour ça qu'il faut ça être honnête. Il faut quand même être honnête. Non, mais là, ça change tout. Il faut être honnête. Le C'est- parti, c'est c'est EDMF. Ouais. Et le titre. Moi, juste, je voulais. Une Europe au service des peuples. D'accord. Et pour revenir à ce que. Bonne question, Mehdi, bravo. Moi, je voulais remercier Walid parce que il a évoqué d'un point de vue purement honnête. C'est normal qu'il est d'accord avec toi. C'est pour ça qu'il le Non. remercie. Non, c'est pas ça. c'est Avec toi et Mehdi, d'ailleurs. L'honnêteté intellectuelle. Ah c'est non, quoi non, non, moi je suis, enfin, je me suis mal exprimé alors, hein. Là, je parlais de Walid. Pardon. J'ai dit Mehdi.
Non, t'as dit Walid, et j'ai dit c'est normal, c'est Non, mais d'accord parce avec que Walid, lui. il est contre. Parce que Walid, il est fait contre partie des- l'islamophobie il et fait tout ça. partie des Un peu comme vous 5%. deux, quoi. Il fait partie Ah, comme les d'accord. 5%. C'est pas ce que j'ai dit. Comment Non, ça, mais- Mehdi? Mehdi, il est plus nuancé. Il est Il est plus contre, Voilà. mais vu la situation, il est pour. C'est un petit Voilà, peu. merci, monsieur Mehdi. Oui, non, mais je reviens bien. Exactement ce que je voulais dire. C'est un peu comme mon ami Soufiane qui nous écoute. Il était contre les élections du 4 juillet. Et là, depuis 3 jours, dans nos communications, moi, je le pousse au bout, tu vois, je le tétille. Non, t'as pas le droit. Tarek, Non, mais- laissez-le tranquille, parce qu'il... Mais, non, ce qui est intéressant, Et il est pour parce que le gars, il est pour, tu vois. Donc, l'honnêteté intellectuelle. je suis contre par principe, mais les circonstances actuelles m'obligent à être pour. Bon. L'honnêteté intellectuelle dont Walid Oui, a fait référence, oui, c'est oui. quoi? C'est que on peut pas, quand ça nous arrange ou quand ça arrange un certain On nombre, est d'accord. déclarer non, il faut pas. On est d'accord. Et quand ça nous arrange pas, il faut ou l'inverse. Moi, je pense qu'il faut essayer, je dis bien essayer, parce que Une c'est position toujours- de principe global pour tous. Voilà, la juste. même règle. Je pense que effectivement, on pourrait peut-être améliorer le dispositif contre les actes anti-musulmans. Ça, j'en suis complètement persuadé. Je ne pense pas qu'il faille. Farid, Contrairement. est-ce que ce qui vous chiffonne, Oui. c'est le fait que la loi porte le nom contre l'islamophobie, mais si on faisait une loi contre les actes anti-musulmans, Bien vous sûr. l'accepteriez. Oui, bien sûr. Vous l'accepteriez. Sans problème. Donc c'est un problème de sémantique. De sémantique. Bien sûr. Ok, d'accord. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Parce que, Non, mais alors, ça ne concerne que moi et ça, Oui, c'est oui. ma philosophie personnelle. Oui, oui. La manière dont la manière dont je perçois, de la manière dont je lis, de la manière dont j'étudie ma religion, et notamment la manière. Il y a mon ami Sofiane qui fait ses piqûres, qui travaille, qui a, Ouais. qui a fait ses malades, mais qui n'en rate pas une. Bon, il réagit Qu'on à ce que salue. j'ai dit. Salut Sofiane. Non, ce que, Oui, je veux dire Farid. ce que je veux dire par là, c'est que tant le livre saint que alors, je suis pas théologien, donc ça m'embête de parler de ça, mais tant le livre saint que la sonnette du professeur de l'islam nous annonce ou nous aiguille pour la lutter contre les gens qui ont du mal globalement ou qui ont une haine de l'islam. Oui. Et moi, je pense que aucune loi changera ça. Et d'ailleurs, Non, mais on a dit, elle ne changera pas, On mais est d'accord. elle fermera le et je pense clapet. qu'elle ne le fera, Elle fermera le clapet de quelques-uns. Je ne pense pas. Pourquoi je vais vous dire ça? Pourquoi? Parce que la loi contre toutes les références contre l'antisémitisme ont échoué. Et je pense qu'en fait, c'est en éduquant et en changeant les comportements des uns et des autres dans les deux sens qu'on luttera contre effectivement la véritable islamophobie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de loi, ça ne veut pas dire qu'il faut être beaucoup plus dur contre les actes anti-musulmans. Mais allez, conclue-moi tout ça, mon cher Mehdi, comme tu sais le faire. Honnêtement, ce que vient de dire Farid, c'est assez juste. Hein, je suis assez proche de ça. Simplement, il y a un principe de réalité qui fait qu'actuellement, ben voilà, si on tape pas, comme l'a dit Monsieur Mami, si on ne tape pas sur les gens, ben ils continueront à déverser leur fiel. Par contre, là où je serais un peu plus nuancé que Farid, c'est sur le côté éducatif. L'éducation a ses limites. Hein. On peut éduquer comme on veut, on peut essayer de faire rentrer ce que l'on veut dans la tête des jeunes. Parfois, ça peut même avoir un effet pervers, c'est-à-dire qu'à se dire bon ben voilà, ils ont beau nous raconter ça à l'école ou ils ont beau nous raconter ça à la télé, de toute manière, c'est pour nous remplir le cerveau avec des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc bon, sur l'éducation, je pense que il faut un retour à l'humanité surtout. Voilà, il faut un retour à simplement dire que à part la couleur de peau, rien ne nous différencie. On peut être différent culturellement, on peut avoir une vision de la France différente, mais tant que l'on est porté par l'intérêt commun, il n'y a pas de problème. Je peux être en désaccord avec quelqu'un, qui est à l'opposé de mes valeurs personnelles, mais si je sens derrière lui une réelle volonté du bien-être commun, sans vouloir écraser telle communauté ou telle communauté, c'est parti. Peut-être 2 mots sur Farid. On peut avoir été contre la loi contre l'antisémitisme, par principe, et constater, j'allais dire, les dérives et les dégâts qu'il fait contre les citoyens de confession musulmane, et arriver à cette conclusion de dire j'avais raison quand j'étais contre l'adoption de la loi contre l'antisémitisme, mais les faits sont têtus, comme dirait Durkheim. Et aujourd'hui, manifestement, même si les chiffres sont en augmentation contre les actes antisémites, une loi pourrait limiter dans le temps sa pratique. Deuxième chose, et ça c'est le scoop qui me fait rigoler depuis pratiquement 2 mois, c'est la liberté d'expression, l'amendement en numéro 2 aux États-Unis d'Amérique, où tout est libre, sauf que depuis 3 mois, il y a une bataille sur les réseaux sociaux pour interdire toute promotion de l'islam. Donc même
Mais aux États-Unis, ça passera pas. Non, mais il y a eu des batailles. D'ailleurs, il y a 2 tribunaux qui ont invalidé des décisions prises par des gouverneurs. Oui, mais Parce que l'amendement. Mais c'est pour vous dire. mais les États-unis, C'est pour vous dire que les gens sont toujours tentés de tirer oui, non, mais bon, faut pas se mentir. Après, on va pas revenir sur la croyance. Est-ce qu'on croit en Dieu ou est-ce qu'on croit pas en Dieu? Ça, c'est autre chose. À titre personnel, je pense que si on croit à l'au-delà, je pense qu'il y a des choses qui peuvent ne pas, entre guillemets, nous déranger. Je ne fais pas référence au racisme anti-musulman. Sur l'éducation, on m'a dit, il a complètement raison. Hein. Je parlais pas de l'éducation au sens uniquement scolaire ou quoi que ce soit. C'est au sens très large. Mais l'éducation, c'est d'abord nous-mêmes. Puisqu'on est en France. On parle très souvent, en fait, quand on parle d'islamophobie, on comprend pas que les gens puissent parler de certaines choses. Pour nous, c'est totalement tout de suite de l'islamophobie. Mais les gens ne le perçoivent pas comme ça. Oui, tout à fait. Mais pourquoi ils ne le perçoivent pas comme ça? Parce qu'il y a une histoire dans ce pays. Et malheureusement, qui est très, très peu enseignée, que nous-mêmes, nous n'allons pas chercher. Mais si il y a un certain nombre de gens qui ont un certain nombre de raisonnements qui, pour nous, sont complètement choquants, c'est parce que ce pays a une histoire particulière face à toutes les religions, pas qu'à l'islam en général. Et je rappelle juste une chose, c'est que la majorité des gens de ce pays sont historiquement, je dis bien historiquement, de culture catholique, et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas subi un certain nombre d'entre eux un génocide, ce qu'on appelle traditionnellement le génocide des Chouans en Vendée, où des gens qui ne sont pas issus de l'immigration, ce sont des gens ils sont chez eux. Malgré ça, mais il y avait la République, effectivement. Ce que je veux dire par là, catholiques, chrétiens, protestants, exactement. Et autres. Ce que je veux dire par là, c'est que nous les musulmans, et en ce mois béni, je pense que c'est à nous de faire cet effort-là également, c'est aussi d'aller chercher le pourquoi du comment, l'histoire de ce pays-là. Oui. On ne peut pas uniquement avoir des postures sans connaître l'histoire de ce pays. On peut quitter ce pays et aller revenir au match de foot et voir comment en Italie les gens se comportent contre les joueurs noirs. Exactement. Ah oui, c'est absolument scandaleux. Puisque vous parlez de foot, voilà, on a vécu 3 belles soirées de foot d'ailleurs. Exactement. Non, mais je veux dire, crier comme des singes, et en France, traiter de guenant la ministre de la Justice en exercice, ça veut dire que le problème de la discrimination est beaucoup plus profond et beaucoup plus loin que les Juifs et les Arabes, les trucs. En fait, on a l'impression qu'on rejette ceux qui sont pas de la religion majoritaire culturelle dans ce pays, mais en fait, on rejette tous ceux dans lesquels on veut pas s'identifier. Président, juste une chose. Je reviens du Maroc. Ouais. Une partie de la population marocaine est noire. Oui. Pour parler, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais la réalité c'est ça. Il y a pas de raison, ils sont noirs, Farid. Non, parce que moi je ne fais pas de distinction. Voilà. Oui, mais la distinction, elle est visuelle là en l'occurrence. Je veux dire, c'est pas une distinction, c'est pas une hiérarchisation de dire que quelqu'un est noir ou blanc. Alors, disons deux couleurs. Voilà. Vous avez deux couleurs. Et ce sont des Marocains. Oui. Vous avez une immigration subsaharienne au Maroc aujourd'hui qui est légale, qui est autorisée puisqu'ils ont des cartes de séjour, etc. Il y en a même quelques-uns qui ont obtenu, et c'est une première dans le monde arabo-musulman, la nationalité marocaine. Exactement. Quelques-uns. Il faut saluer ce geste. Et il se trouve que professionnellement, une partie de mes activités professionnelles sont liées à l'Afrique subsaharienne. Donc je suis profondément africain subsaharien, même si ça ne se voit pas forcément physiquement. Ce que je veux dire par là, donc j'ai un réflexe, c'est que lorsque je suis au Maroc, j'aime aller échanger, notamment avec des gens qui travaillent, je dis bien qui travaillent. Je ne parle pas de celles et ceux qui essayent de traverser le détroit. Et en discutant avec eux, je discutais avec un frère qui me disait qu'il était originaire du Sénégal, donc on discute d'où ça au Sénégal, etc. Il se trouve que je connaissais la région dont il était issu, c'est-à-dire le nord du Sénégal, Matam. Et la réalité, c'est qu'il me l'expliquait que malgré le fait qu'il avait envoyé ses enfants étudier dans des écoles privées, maternelles et primaires au Maroc, il subissait la discrimination. Il était musulman comme les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus profond chez l'être humain. La discrimination au Maroc, elle est très présente. Elle est très présente. Il faut pas un racisme anti-noir, il faut le dire clairement. Bien sûr. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier. Ouais. Et pourtant, le Maroc est un pays dont, dans la Constitution, c'est un État islamique, le Maroc. Ouais. Ça n'est pas une république universaliste comme la France. Et donc c'est pour ça que je veux dire par là, c'est que je ne dis pas que tout est blanc ici, dans le sens tout va bien, bien au contraire. Mais en tout cas, il faut aussi nous-mêmes faire cet effort, notamment de recherche historique. Alors sur la Tunisie, je rentre, j'étais il y a quelques jours, et il y a deux choses. La première... Chacun a voyagé avant le Ramadan, c'est bien. Ah, Mehdi, t'as été où toi? Dans le 7e arrondissement de Lyon. À Lyon. Alors, il y a deux choses. Il y a quelques mois,
après une bataille très très longue, l'Assemblée nationale tunisienne a adopté une loi anti-discrimination. Oui, c'est vrai. Officiellement et principalement, même si c'est pas écrit comme ça. Le premier pays arabo-musulman. Ah ben c'est aussi le premier arabo-musulman qui a aboli l'esclavage C'est vrai. 2 ans avant la France. C'est vrai, Donc c'est vrai. c'est une espèce de permanence. Et donc cette loi, elle vise toutes les discriminations pour éviter la discrimination contre les Noirs, justement pour ne pas remettre le doigt dans l'engrenage. Mais tout le monde l'a compris que c'était pour éviter. Et ce qui m'a choqué, c'est que une loi aussi progressiste a été boycottée par les médias tunisiens dans l'explication du texte par rapport aux gens. Oh là. Alors que on aurait pensé que certains journalistes allaient en faire une espèce de fierté et expliquer le pourquoi du comment. Deuxième chose, donc j'étais il y a quelques jours à Sousse et la ville de Sousse a fait un choix extraordinaire. Belle ville. Oui, et un choix extraordinaire dans ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Ouais. Il y a un nouveau quartier qui se crée à Sousse qui s'appelle Khazama. Ouais. Et dans ce quartier, il y a 14 nouvelles rues. Et la municipalité, Ah cher oui, j'ai vu Christophe, ça, oui. voilà, et la municipalité décide d'attribuer 5 noms. Donc 9 noms à des Tunisiens classiques, le premier médecin, la première pharmacienne et tout le tralala. Et parmi les 5, un citoyen d'origine belge qui a beaucoup vécu à Sousse. Et il est de culture, disons, catholique, chrétienne. Protestante, ouais. Donc il a eu sa rue. Et il y a eu 4 pour des citoyens tunisiens de confession juive. Et quand j'ai vu la liste des 4, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a une femme sage-femme qui a couché les femmes tunisiennes de la ville, en gros, entre 1950 et 1980, sans distinction de race, surtout pendant les 20 ans, où il y avait encore le mélange chrétien, musulman et juif à Sousse. Et donc tout le monde, elle s'appelle Madame Yvonne Bessis, tout le monde lui est reconnaissant. Un deuxième, il s'appelle Claude Sutban, c'est un avocat, il a été l'avocat, entre autres, de Bourguiba, et de tous les militants du Destour. Et puis il y a un troisième qui s'appelle Agaï ou un truc comme ça. Et lui, il était l'un des plus grands propriétaires terriens et il a offert, avant de mourir à la mairie de Sousse, le plus grand jardin de Sousse aujourd'hui qui s'appelle Bojafar. Et j'étais avec donc des concitoyens tunisiens de confession juive et d'autres et ils m'ont dit Tarek, je leur ai dit après en ma réponse réflexion ou réflexe français, combien ces plaques vont rester sur le mur? Ah, me dit, je leur dis oui, parce qu'à Paris, quand on met la plaque pour le 17 octobre, au bout de 48 heures, elle disparaît. Et Delanoë était obligé de mettre un garde-corps pendant pratiquement 6 mois pour que les gens... Je leur ai dit en Tunisie, et j'ai été posé la question moi au café, il y a les enthousiastes, ah c'est une bonne chose, machin, il y a les je m'en foutistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les je m'en foutistes. C'est-à-dire, il dit alors, c'est des juifs, ils sont tunisiens, rien à serrer. Et c'est ça qui est important dans la culture que vous dites tout à l'heure et dans l'éducation. Et c'est pas à l'école qu'ils ont appris ça. Ils ont appris qu'ils sont tunisiens ou pas. Il y a un élément fondamental. Allez-y. C'est que, si je peux me permettre, c'est que les juifs de Tunisie sont d'abord tunisiens. Comme les Marocains. Comme contrairement à l'Algérie. Exactement. C'est que ils ne sont pas arrivés d'ailleurs. Ils étaient là avant les musulmans. En fait, les gens oublient. C'est que les peuples berbères, par exemple, au Maroc, très souvent, ils sont juifs à la base. Avant même l'islam, ils sont juifs. Moi, je suis originaire du nord du Maroc. Les Rifins. Exactement. Mais les Rifins, ils n'étaient pas juifs, pour partie. Ils étaient catholiques. Et certains étaient même polythéistes. Ce que je veux dire par là, c'est que en France, non. En France, moi, ce qui m'intéressait, c'est que le compatriote tunisien et français sont partis en Tunisie avec les réflexes et les réflexions de France. Bon, stop messieurs, pub, et on est de retour très vite dans un instant avec Human Appeal, puisqu'on a lancé depuis tout à l'heure 15h notre radioton, notre week-end de la générosité pour venir en aide aux Gazaouis, en particulier sur l'aspect médical et sur la structure de l'hôpital de Shifa à Gaza, qui est l'hôpital principal de Gaza. On fera le point évidemment sur ce radioton en vous incitant à donner, à participer bien sûr, le quiz du LGF, et puis on parlera de ces élections européennes. On y arrive à grands pas. On n'oubliera pas quand même de se poser la question, qu'est-ce qui va se passer ce soir en Algérie? Il paraît qu'ils vont aller marcher après les prières de Tarawih ce soir. Voilà, on attend du monde encore dans les rues algériennes. Je crois qu'ils le font exprès pour attendre. Mehdi, un petit avis tranché, tu me l'as demandé au fait. Ils attendent le sourd. Mehdi. Oui, ça. Mehdi, t'es où? T'es là? On l'a perdu. Bon, on va le retrouver en tout cas dans un instant. Il est parti au 7e arrondissement. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Tout de suite, retrouvez la chronique du docteur Sarah Laksimi, Santé Ramadan, du site santeramadan.fr. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah.
Le diabète est un fléau suffisamment grave et important pour lui consacrer plusieurs chroniques. Dans cette chronique Santé du Ramadan, je définirai d'abord ce qu'est le diabète. Je parlerai du jeûne dans les chroniques suivantes. Voici donc une conversation classique entre deux personnes. Karim, qui a 18 ans, dit « Je suis démoralisé. Mon médecin m'annonce que je suis diabétique et là, il y a Ramadan qui arrive. Il me dit que je ne dois pas le faire. » Abdou, qui a 45 ans, lui répond « Mais moi aussi je suis diabétique depuis 5 ans et je le fais. Je suis en pleine forme. Les Gaouris ont tendance à exagérer. Tout le monde est diabétique. » Karim est évidemment partagé entre les recommandations de son médecin et les paroles de son ami qui est plus âgé, qu'il respecte et qui a forcément plus d'expérience que lui. Et vu le climat islamophobe en France, peut-être que le toubib, mot venant de l'arabe tabib, exagère la situation et que finalement il peut jeûner. Tout d'abord, qu'est-ce que le diabète ? Le diabète est une maladie chronique qui dure tout le reste de la vie. Autrement dit, quand on est dépisté diabétique, on n'en guérit jamais. Cependant, on peut être parfaitement équilibré au niveau du bilan sanguin et avoir une vie normale à condition de s'éduquer à une vie et une alimentation plus saine. Elle se traduit par une augmentation anormale et permanente du taux de sucre dans le sang. Le dépistage de ce diabète se fait par prélèvement sanguin en laboratoire. Quand la glycémie à jeun, sans manger ni boire depuis 20 heures la veille, est supérieure à 1,26 g par litre, à 2 reprises, le diagnostic de diabète peut être posé. La première réaction est de se dire « Mais si j'ai beaucoup de sucre dans le sang, j'aurai de l'énergie à revendre. Où est donc le problème ?» Le problème est que, pour bien fonctionner, le créateur a fait en sorte que l'organisme ne dépasse jamais un certain taux de glycide dans le sang, de sucre dans le sang autrement dit. Si ce taux est dépassé, ce sucre se met à attaquer les artères de l'organisme, les petites comme les grandes. Les petites artères sont les vaisseaux qui ramènent les nutriments et l'oxygène aux yeux, aux reins, au système nerveux, cerveau et nerfs, au cœur, à la peau, etc. Que des organes nobles. Mais quelles sont les complications les plus connues et les plus fréquentes à moyen et long terme ? L'atteinte des yeux, plus particulièrement de l'outil le plus incontournable de la vue, la rétine. La vue va baisser progressivement sur plusieurs années jusqu'à la cécité, perte de la vue. De nombreuses études montrent qu'après 15 ans de diabète mal soigné, 10% des diabétiques ont un handicap visuel important et 2% perdent définitivement la vue. L'atteinte des reins, c'est l'insuffisance rénale chronique des reins qui guettent, c'est-à-dire que le patient ne peut plus uriner, les toxines se concentrent dans son sang et peuvent le mener au coma ou pire. Elle peut aboutir à la destruction des reins, le patient diabétique sera dialysé. La dialyse se fait par un appareil spécial qui devra filtrer le sang à la place des reins. Cet appareil est lié au système vasculaire, c'est-à-dire au vaisseau sanguin, à l'aide d'une seringue à haut débit. Cette dernière est plantée dans une veine artificielle. Cette veine n'existe pas naturellement. Il faut la créer un shunt après un passage au bloc. Cette dialyse est le seul moyen pour garder le patient en vie en attendant la greffe de rein. Cette greffe qui ne peut jamais arriver faute de compatibilité ou de manque de donneur. Ensuite, il y a l'atteinte cardiaque. Le diabète accélère la formation de plaques d'athérome. Bah oui, heureusement. Couches de cholestérol sur la paroi des artères coronaires. Ce sont les artères qui irriguent spécifiquement le cœur. Non mais... Ces couches bah oui, c'est normal, je l'ai coupé là, vas-y. Bloquer les vaisseaux cardiaques et provoquer un accident cardiovasculaire. Autrement dit, une crise cardiaque ou un infarctus, qui peut être fatal. Cet accident peut générer un handicap fonctionnel aussi, en fonction du territoire cardiaque atteint. Il est important à signaler alors que les diabétiques ont un risque 3 à 5 fois supérieur à la population normale d'avoir un accident cardiovasculaire. Le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et l'obésité forment ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome métabolique. Ce syndrome métabolique est le synonyme d'une dégradation importante de la santé qui mènera inéluctablement vers le décès si le patient ne fait pas ce qu'il faut, c'est-à-dire maigrir ou stabiliser son poids, avoir une activité physique régulière, prendre son traitement correctement et arrêter de fumer et mieux s'alimenter. Enfin, l'atteinte du système nerveux est responsable de la neuropathie diabétique. Les fibres nerveuses, c'est-à-dire les nerfs, sont atteints et causent des engourdissements. C'est-à-dire que le patient ne sent plus ses jambes, pieds, orteils. Il y a des sensations de fourmis ou de courant électrique, jusqu'à la perte de sensation dans les extrémités. Chez l'homme, la neuropathie diabétique peut engendrer aussi l'impuissance sexuelle. L'atteinte cutanée est aussi due à la neuropathie qui, associée à une mauvaise circulation sanguine dans les jambes, peut engendrer des ulcérations de la peau. Ces ulcérations sont le résultat de l'altération, destruction des petits, moyens et grands vaisseaux. Il est important à savoir qu'une ulcération mal soignée peut aboutir à une amputation d'orteil ou pire. Le drame de cette maladie est qu'elle ne fait pas mal. En tout cas, pas tout de suite.
Dans l'inconscient populaire, une maladie grave est une maladie qui va faire mal ou qui va alité la personne souffrante. Le diabète est une maladie pernicieuse et vicieuse. Elle détruit le corps doucement, sans même que vous vous en rendiez compte. Un vrai problème de santé publique, dangereusement banalisé par ceux qui en souffrent. Nous verrons prochainement les différents types de diabète et leurs différentes interactions avec le jeûne. Que le Tout-Puissant agrée nos intentions et nos bonnes actions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'était la chronique Santé Ramadan du docteur Sarah Laksimi, une chronique que vous pouvez réécouter sur le site www.francemaghreb2.fr. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec tout de suite Farid Tamsamani qui est avec nous, avec Tariq Mami, avec Mehdi Chebaki qui nous prépare un avis tranché d'ailleurs, dont le titre c'est quoi ce Ramadan, c'est ça? Exactement. Bon, à suivre dans un instant. Pour l'heure, nous avons lancé depuis 15h, messieurs dames, notre radioton, le week-end de la générosité avec Human Appeal. Nous sommes avec Brahim, manager chez Human Appeal. Bonsoir Brahim. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Donc depuis 15h et avec Maïssa, nous avons lancé ce radioton tout à l'heure où tout le week-end nous allons solliciter nos auditrices et auditeurs qui, je le disais à Maïssa tout à l'heure, et ça a été prouvé à de nombreuses reprises, les auditeurs de France Maghreb 2 sont les auditeurs les plus généreux que les radios puissent compter, et ils vont encore vous le prouver. Donc avec cet objectif, Brahim, ce week-end, de récolter une certaine somme, 50 000 euros, d'essayer en tout cas. Et pourquoi? Ouais. Eh bien pour essayer d'axer sur un aspect médical, parce que votre correspondant à Gaza nous vous le disait, l'aspect médical c'est vital, c'est une question de vie ou de mort, Brahim. Exactement. Donc bonjour à toutes et à tous les auditeurs de France Maghreb 2. Donc un très très bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Et donc effectivement là nous mobilisons, toutes les équipes de Human Appeal France se mobilisent pour répondre à cet appel d'urgence qui émane du ministère de la Santé, donc de palestinien, directement à Human Appeal en disant si vous pouvez faire quelque chose, c'est le moment ou jamais pour justement venir en aide et soutenir les hôpitaux qui manquent cruellement de médicaments. Et donc vous connaissez tous le contexte, je pense que c'est pas la peine de le rappeler, le contexte de Gaza, donc le contexte que vivent les Gazaouis depuis plusieurs années. Vous avez vu dimanche dernier les différents bombardements qui ont aggravé la situation avec des dizaines, même des centaines de blessés. Et donc voilà, nous faisons appel à votre générosité, à la générosité des donateurs et des auditeurs de France Maghreb 2, justement pour venir en aide donc à cette population qui est complètement abandonnée et qui souffre depuis plusieurs années. Et nous n'avons pas le droit de laisser cette population dans cet état-là. Nous devons intervenir et aider du mieux que nous pouvons. Donc n'importe quel don est important, 1 euro, 2 euros, 10, 15, 20, 30. Donc n'hésitez pas à appeler donc au standard de Human Appeal, ouais, et de faire donc d'exprimer votre générosité donc durant ce mois de Ramadan, ces jours de béni du mois de Ramadan. Et vous savez très très bien que voilà, je rappelle Brahim, le numéro de téléphone pour justement donner, comme reprendre une célèbre chanson, 01 42 46 36 36 42 46 36 36. Et effectivement, c'est bien ça. Et puis bien sûr, vous avez aussi le site internet humanappeal.fr. Vous tapez humanappeal.fr. Vous pouvez faire votre don, c'est sécurisé. Vous choisissez le projet que vous souhaitez financer. En l'occurrence, urgence pour Gaza. Voilà. En l'occurrence, donc la santé et les médicaments pour l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Et je vous rappelle que Human Appeal France a financé dernièrement, et d'ailleurs les travaux sont en cours actuellement, ils sont en cours de finalisation, donc ils vont se terminer d'ici peut-être quelques jours. Nous sommes en train de réhabiliter, de rénover entièrement la salle, le CT scan, donc le département radio de l'hôpital Al-Shifa, donc avec pratiquement un budget de 120 000 $ et entièrement financé donc par Human Appeal France. Et grâce à cette rénovation, c'est plus de 22 000 personnes par an, 22 000 patients par an qui vont pouvoir bénéficier de cette salle radio scanner de l'hôpital Al-Shifa.
Très bien. Brahim, on se donne rendez-vous tout à l'heure à 19h avec cher Bajrafil. Vous pourrez évidemment nous donner un petit peu l'avancée des dons qui sont à disposition, que les gens peuvent faire d'ores et déjà. On rappelle les coordonnées de téléphone, cher Brahim. 01 42 46 36 36. 01 42 46 36 36. Appelez. Vous êtes généreux. La communauté musulmane, les auditeurs sont très généreux. Et ils le sont déjà. Ils le sont encore plus durant ce mois de Ramadan. Donc n'hésitez pas à appeler et exprimer votre générosité au profit donc de la population, des populations de Gaza. Merci Brahim, et à tout à l'heure 19h30 on fera un pas sur le compteur, d'accord. D'accord. À tout à l'heure Brahim, salut. Voilà, donc n'oubliez pas vos dons tout au long de ce week-end avec Human Appeal pour venir en aide. Et c'est vrai, on se dit tout le temps oui, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour la Palestine d'ici? Bah voilà, vous avez la possibilité d'agir, d'appeler, de donner 1, 2, 10, 20, 30, 40 etc. sans limite après. Des dons évidemment pour aider Human Appeal à récolter cette somme pour soutenir et venir en aide l'hôpital de Shifa, donc c'est l'hôpital le plus important de la bande de Gaza, c'est l'hôpital principal qui a été plusieurs fois mis à mal par les bombardements évidemment. Et aussi concernant l'eau potable, il y a vraiment toute une structure qui est mise en place par Human Appeal, qui sont présents sur place. Human Appeal d'ailleurs, je ne savais pas, mais fait partie des rares organisations à être présentes au Yémen par exemple. Tout à fait. Et ça c'est rare, étant donné la difficulté à intervenir au Yémen. C'est un petit peu un no man's land, voilà, à l'état pur pour le coup, avec cette épidémie de choléra, et Human Appeal donc agit justement pour envoyer des traitements pour soigner cette maladie terrible. Alors, on va avant notre quiz, parce que le temps passe vite, mais vous êtes tellement bavards tous les trois, que on va passer maintenant à la vie tranchée de notre ami Chebaiki du côté de Lyon. On file du côté de Lyon pour C'est quoi ce Ramadan jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Le titre de cet avis tranché donc, c'est quoi ce Ramadan, Mehdi Chebaiki? C'est quoi tout ce Ramadan? Parlons-en, tiens, du Ramadan. Il est beau ce mois, tiens. Ah, ça pourrait être beau, il est beau pour les commerçants, pour les grandes surfaces. Certainement pas pour les habitants des quartiers populaires, ni pour les riverains des mosquées, et encore moins pour les RH de certaines entreprises. Les quartiers populaires, soit dit en passant, joli mot pour ne pas dire ethniquement différents. Ces quartiers populaires peuplés de gens prétendument musulmans, mais pas que, deviennent en cette période des lieux de vie nocturne où l'on discute, ou plutôt où l'on crie, où l'on se prend à rejouer la Ligue des Champions jusqu'à 2h du matin. Mieux encore, les soirs de Ramadan, ces quartiers se transforment en pistes bitumées pour motocross lors de démonstrations ridicules de wheeling entre les tours, histoire que le son du moteur résonne encore plus fort. Ramadan sur le macadam, comme un titre de mauvaise série B. Mais cette série B, c'est notre réalité. Bref, voilà comment on empêche des milliers de personnes de dormir, sous couvert d'obligations divines. Un beau mois de spiritualité. Maintenant, parlons du Ramadan dans les mosquées, ou plutôt du Ramadan devant les mosquées. Ah, les mosquées de France, ces lieux si sereins, si empreints de calme les soirs de mois sacrés. Non, je plaisante. Pendant le Ramadan, ces lieux deviennent l'objet d'une course à l'échalote où l'on s'y presse pour effectuer la prière de Tarawih. Une prière qui semble si importante qu'elle passe même avant la tranquillité des voisins de la mosquée. Une prière si importante qu'elle permet aux musulmans de se garer sur les trottoirs, sur les places handicapées, voire carrément devant le portail des habitations, car c'est bien connu, les gens n'ont pas besoin d'avoir accès à leur sortie de garage pendant Tarawih. De plus, il est certain que les riverains adorent le son de ces moteurs qui tournent, pendant que les fidèles polémiquent sur la beauté de la voix de l'imam, ou sur le sujet primordial qu'est l'état d'avancement de la lecture du Saint-Coran. Un beau mois de fraternité. Allez, un petit dernier pour la route. Parlons d'un cas fort heureusement ultra minoritaire, mais particulièrement révélateur. Les musulmanteurs du Ramadan. Ceux qui vont chez leur médecin en pleurant de douleur et en ressortent en sautillant de joie. Joie d'avoir obtenu le sésame ultime. Le précieux arrêt maladie du Ramadan. Celui grâce auquel le musulmanteur pourra vaquer à sa fainéantise en se levant à 14h, aller déranger les riverains devant la mosquée le soir et s'empiffrer jusqu'à la dernière minute, le tout payé par le travail des autres. Et agib. Et puis tant pis si ses collègues devront travailler plus pour gagner moins. L'important, c'est qu'il passe son Ramadan au KLM. Mashallah les frères, ils ont tout compris. Ce Ramadan
est, disons-le clairement, une machine à créer du racisme et se trouve à l'opposé complète des valeurs du mois de jeûne. Non content d'avoir face à nous des médias qui s'attaquent à tout ce qui a trait à l'islam, nous avons à nos côtés des co-religionnaires qui entreprennent un travail de sape de notre image encore plus grave. Heureusement que nos frères et sœurs, dans leur immense majorité, font en sorte de ne pas imposer leur choix de vie aux autres, en faisant preuve de contrôle, en faisant preuve d'amabilité pendant ce mois, en évitant de gêner leurs voisins, en organisant partout en France qui des soupes populaires pour les plus démunis, qui des aides au logement, en se réunissant dans les mosquées ou dans les maisons pour évoquer Dieu et son messager dans le calme, la sérénité nécessaire à ces activités. Ce mois béni est une épreuve pour les musulmans, mais parfois c'est aussi une épreuve pour nos concitoyens non musulmans. Alors je n'aurai qu'une seule requête auprès de ceux qui prennent ce mois sacré pour le défouloir nocturne de leur privation diurne. Si vous respectez un tant soit peu ce en quoi vous dites croire, arrêtez tout ce ramdam et accomplissez le jeûne du mois de Ramadan. Merci Mehdi, très très important. Merci en tout cas, merci mon Mehdi, parce que c'est vraiment un message qu'il faut entendre, qu'il faut accentuer. Et c'est vrai, penser aux autres. C'est vrai que le soir, quand on va aux prières de Tarawih dans les mosquées, c'est un véritable scandale. Et il y a des mosquées qui ont commencé à mettre en place des services d'ordre, enfin des gens qui accompagnent et aident les fidèles à se garer, à pas faire de bruit, à éviter de klaxonner, à éviter de parler fort quand on est en bas des habitations. Effectivement, ça fait partie du vivre ensemble, ça, messieurs. Je sais pas, c'est logique, non? Mais Farid ou Tarek, c'est un truc à dire là-dessus. Bon, je crois que Mehdi a tout dit. Ah oui, non, mais c'est parfait, c'est nickel. C'est exactement ça. Ouais. On parlait tout à l'heure d'islamophobie. Ça, c'est la véritable naissance de l'islamophobie. La haine des musulmans, c'est quand nous-mêmes, alors que effectivement, c'est un mois qui nous dit tout le contraire, on fait tout pour que nous faire détester. Faire de la bécane de crosse. Ouais, ça, c'est bon. Je l'ai vécu, ça. On l'a tous fait quand on était gamin, en journée, mais à 2h du matin, franchement. Ouais. C'est relou. Franchement, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai une pensée à, bon, Mehdi l'a dit, mais j'ai une pensée à tous les gens qui vivent encore dans les quartiers populaires qui ne sont pas musulmans, et qui sont malades. Et qui jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin qui vont travailler parfois, entendre les uns et les autres brailler sur tout et n'importe quoi, parfois sur des choses qui ont strictement rien à voir d'ailleurs avec le Ramadan, et qui sont incapables et qui n'osent pas l'ouvrir parce que dès qu'ils l'ouvrent, ils sont forcément taxés ou pire, parfois même agressés. Donc effectivement, là, Idina, et j'espère qu'on essaiera de s'assagir. Bon. Amine, et j'aimerais juste rajouter une dernière chose. En fait, c'est avis tranché. Bon, voilà, on connaît tous la situation, mais là, il y a eu un procès dernièrement à Lyon, le procès d'un chauffard. Bon, c'était dans la banlieue lyonnaise, hein, c'était il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans. C'est quelqu'un qui n'avait pas de permis, qui roulait à 122 km/h dans un endroit limité à 50 km/h, qui a tué un frère et a fait... enfin, il y avait 2 frères dans l'autre voiture, l'un est mort, l'autre est handicapé. Et ce qu'il a dit pour justifier le fait qu'il roulait à cette vitesse, devinez ce qu'il a dit, c'était il y a 2 ans. On n'a pas raté la prière. Voilà, il était pressé pour aller manger. Il était pressé de rentrer manger parce qu'il faisait le ramadan. Et donc le juge, alors ça c'est dans les journaux, c'est ce qui était écrit, le juge lui a donc posé la question, mais alors donc pour vous, la loi divine passe avant la loi de la République. Moi je pense à la famille de ces gens-là qui ont perdu un enfant et dont l'autre est handicapé à vie. Je pense à ce juge qui se retrouve à juger ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut comprendre? C'est incompréhensible. Ouais. Bon, triste effectivement. Allez, il nous fallait bien un peu de pub pour digérer tout cela, et dans un instant le quiz, et on parlera un petit peu de l'Algérie, et si on a le temps des 33 listes, quoi qu'on a déjà parlé des 33 listes pour les européennes. Est-ce que vous répondrez? 34, pardon. Oui, vous voyez, j'ai du mal à accepter la 34e. Parce que j'ai tellement été formaté avec les 33 déjà que je trouve ridicule, parce que 33 c'est beaucoup trop. Vous êtes comme France Info, quoi. Ouais, non, je suis pas comme France Info, heureusement. Restez bien avec nous sur votre radio France Maghreb 2, chez Baïki Mehdi, Farid Tamsamadi, Tarek Mami, France Maghreb 2, France 18h. Tout ça c'est la même maison. Hein. Ah bon? Ça donne de la formation. Ah oui, d'accord. Et puis ce soir 19h, parlez l'islam avec l'imam Mohamed Bajrafil, là tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors, il nous reste quelques minutes, messieurs, pour se divertir un petit peu, parce que ça fait du bien quand même. On a été trop sérieux, surtout à Farid, Mehdi et Tarek. Là, c'est vraiment trop sérieux, les gars. On laisse les 4 jours. Je veux pas me moquer de mes autres collègues chroniqueurs, mais on vous laisse le reste de la semaine pour apporter une partie de la légèreté. Là, le vendredi.
C'est mamie. Bon. Alors, tiens, un Génial, petit quiz. lundi au jeudi. Ah, le petit quiz. Le voici, voilà. Mehdi, Tarek, Farid. Attention, il va falloir être rapide, messieurs. Alors moi je dis à tous les auditeurs qu'en fait j'ai été chercher le quiz, j'ai tout appris par cœur ou presque, Ouais. mais c'est pas le même dossier, c'est pas ça. le même éphéméride. Ouais. Et pour être honnête avec mes deux autres collègues, je mets le papier éphéméride sur la table à ma gauche, donc c'est la mémoire ou rien. Bon. Confirme. Alors, première question. On est un 10 mai 1968. On est à Paris. Des émeutes et les barricades se dressent. Dans quel quartier Quartier de Paris? latin. Quartier latin. Bravo Tarek. Le quartier latin, vous l'avez vécu 68, non? Vous étiez pas- Presque. Non. Non, je suis venu 7 ans après. mais c'est comme si je l'avais vécu. Ouais. J'ai tout appris de cette mai 68, d'où mes comparaisons un peu difficiles avec les gilets jaunes. Et c'était le d'aujourd'hui. 10 mai 68? Non, mais entre autres, ça a duré Ouais. ça a duré, mais le 10, il y avait aussi les barricades. Parce que le 10 mai 80 qui est, Ah, la prise politique Alors, de mai non, 68. t'as pas le droit. T'as pas le droit, Farid. C'était ma prochaine question. Attention. Ouais. On est en 81. Quel est le président qui a été élu la première fois un président de Giscard gauche? a perdu. Giscard a perdu. Je Ouais. laisse mes collègues parler. Giscard a perdu. Quel est le premier président de gauche à être élu aussi? De gauche ou d'extrême droite? Non, de gauche. D'extrême droite passé à Officiellement. gauche. Ah, d'extrême droite devenu Antisémite devenu de gauche. Ah oui, Oui, c'est vrai, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Bon, c'est évidemment. C'est le monsieur qui a été décoré par Pétain. L'ami à Papon. Voilà. Exactement. Bon, tout le monde est d'accord, c'est François Mitterrand. La- On est en 2006. Je vous demande quel est le président français qui instaure une commémoration annuelle pour l'abolition de l'esclavage. Chirac. Bien. Datant du 27 avril. Il n'a pas fait que ça. Il a fait aussi la commémoration. Bien sûr. Voilà, des génocides. 27 avril 1948. Hein. Voilà, ouais. Et puis tiens, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Vous vous rappelez certainement, ça avait fait l'actualité évidemment de profanation d'un cimetière juif. Carcassonne. Carpentras, ça, ouais. Non mais elle y était, Et en quoi. quelle année c'était? Ouais. En quelle année, vous vous rappelez? 1990. 90, bravo Mehdi. Bien, 90, septième de carte. Alors, on en avait beaucoup parlé, hein, mais c'était, cela dit, gravissime quand même. Hein. C'était 34 tombes, je crois, qui avaient été profanées. Alors avec plein de Péripéties. voilà, j'ai pas voulu dire un autre mot, avec plein de péripéties derrière. Et le président de la République qui descend pour la première fois dans une manif dans la rue. Bon, Non, oui, vas-y Farid, je t'en prie, Non, avant parce la que dernière question histoire. C'est Mitterrand, faut Oui, le dire. oui. En fait, Mitterrand, comme a toujours su le faire, a exploité. Oui, voilà. J'ai pas le- voulu utiliser ce mot-là. Mais malheureusement- C'est pour ça que je vous remercie pour péripéties. Oui, non, mais malheureusement, il a exploité bon, pas ce crime, mais en tout cas cet acte odieux de profanation Ouais. à des fins politiques pour faire davantage monter l'extrême droite, comme il l'a toujours fait notamment, et comme d'autres personnes l'ont fait aussi après lui, notamment un autre François président. Voilà. Alors le même jour, s'il faut que vous permettez, cher Christophe. J'ai une question histoire à vous poser. Oui, le TGV Atlantique a Ouais. battu son propre record C'est le ça, même jour. c'est vrai. Le même jour, et c'est la seule info qui m'intéresse. Mandela devient président. Ouais. Et Mandela, c'est quand tu veux, tu peux. Et notre indépendance et notre liberté ne sera totale que le jour où le peuple palestinien l'obtiendra. Exact. Allez, une question histoire, messieurs, on va voir si vous êtes calés là. Je vous demande le nom du traité qui a mis fin à la guerre franco-allemande de 1970. C'était Versailles. Non. Ah. Ça, c'était la première. 1971. Ah, c'est la Quel est le nom du traité qui met fin à la guerre 1870, oui, la franco-allemande première guerre. 1870-1871? Ah, j'ai oublié. Bien vu, bien Le vu. traité Le de traité de... Bruckenstoff. Non, Bruckenstoff. non, on s'y rapproche. Breckenstein. Non, on se rapproche. Breckenstein. Non, on se rapproche. Brockensterg. Enfin, ça veut dire que c'est dans ce pays-là, quoi. Le traité de... De Düsseldorf. Weisberg. Non, le traité de Francfort, messieurs. Ouais, Ah Allemagne. ouais. Non, mais parce que Ah c'était ouais. parce que c'était l'Allemagne qui a gagné. Ah, non. C'est pour ça que la France a fait signer 2 fois l'armistice en France pour Versailles et pour 45. D'ailleurs, dans le même train 2 fois pour bien humilier les Allemands. Bon, alors qui a gagné là? Personne en fait. Tout le monde a gagné, quoi. Non, mais nous, on joue au trio. Ouais, bien sûr. Il y a forcément Bien un sûr. gardien, un Eh, défenseur. Comme dans les et- grosses têtes, une réponse collégiale. Une réponse collégiale de l'équipe du Grand Fort, exactement. Merci beaucoup, Mehdi. Voilà. Bon, bah messieurs, je vous souhaite un excellent 5 week-end. secondes pour Oui. dire que donc Quoi le 18 mai à partir de 20h, il y aura le dîner annuel de l'Institut ESH et ESH. USH. Et ils auraient pu choisir plus simple. Ouais, c'est vrai. Voilà, qui est présidé par notre ami Jaballah. Ahmed Jaballah, qui intervient donc tous les mercredis. si Oui, je- c'est ça, le Voilà. mercredi 19h. Voilà. Et il vous en dira lui-même beaucoup plus la semaine prochaine avec notre ami Christophe. Et il faudra vraiment y aller parce que pour une fois qu'il y a un institut
qui forme les jeunes à cette culture islamique, mais d'une manière rigoureuse, il faut y être. Bon, merci mon Farid. Samedi 18. Merci à vous. Sarah Tolek pour ce soir. Alors, à Lyon, ça Haftorok, mais vous 21h, ils mangent. Ils nous gagnent de quelques minutes. Ah bah carrément, 20 minutes. Voilà, 20 minutes, alors que nous trois, on est condamnés à la même heure, en gros 25 quoi. Non, 20. Je me gratterai les dents avec un cure-dent en pensant à vous à 21h19. Non, mais on fera le contraire. Si vous êtes solidaire de l'équipe, vous attendrez comme nous. Vous aurez le droit au verre d'eau et à la date. Parce qu'il faut rendre. Allez. Il faut rendre. Et après, allez, Mehdi. Et on s'envoie à WhatsApp pour dire maintenant on peut tous manger. Voilà. Et le 24 mai, on fait. Je vous promets rien quand même. T'as bien raison. Et le 24 mai, on se fait un petit fton, les gars, entre nous. Salut, merci, bonne soirée, les gars, et bon week-end. Dans un instant, le jeu du Ramadan, le grand jeu du Ramadan, c'est la finale, c'est vendredi. Et c'est aujourd'hui que le billet Algérie, Maroc, Tunisie va tomber. Pour qui? Eh bien, parmi les 4 personnes qui ont gagné chaque jour, eh bien, la parité est même respectée dans les jeux de France Maghreb 2, puisque c'est 2 filles et 2 hommes qui seront aujourd'hui en compétition pour gagner ce billet d'avion. À tout de suite. 18h02, merci d'écouter France Maghreb 2. Une excellente soirée à vous.